Blackwater raconte l'histoire d'une puissante famille installée à Perdido entre 1919 et 1969. La riche famille Casquet voit son quotidien chamboulé par une crue inédite et spectaculaire de la Perdido, la rivière bouillonnante et dangereuse qui traverse la ville. C'est là qu'Elinor fait son apparition, seule à attendre dans l'hôtel de la ville qu'on vienne la secourir. Sa libération n'est que le début de multiples événements surnaturels. Le mystère autour de cette femme et le pouvoir qu'a la rivière sur elle laissent le lecteur imaginer le pire. Bienvenue dans cette vidéo. Comme vous l'avez compris, on va donc parler de la saga Blackwater. Ce fut donc l'événement majeur littéraire du printemps et du début de l'été de 2022. C'est cette fameuse saga Blackwater de Michael McDowell. Oui, je l'ai lu, oui, j'ai fait mon mouton et j'ai envie de vous dire tout de suite, oui, je l'ai apprécié. J'ai passé un très bon moment dans cette lecture, malgré qu'il y ait quelques mais. Alors tout d'abord, qui est Michael McDowell? C'est donc un écrivain et scénariste qui est né en 1950 et qui est décédé en 1999, malheureusement à cause du sida. Je vais pas vous raconter toute sa vie, mais il a fait quelques romans, quelques nouvelles, quelques petites sagas, mais il est plus connu pour avoir coécrit le scénario de Beetlejuice avec Tim Burton. Ce n'est pas lui qui l'a entièrement écrit, il l'a seulement coécrit. Michael McDowell est donc connu pour ses romans dits gothiques du sud des États-Unis. C'est un petit peu sa marque de fabrique avec un peu de surnaturel, d'où roman gothique. Il n'a pas forcément une grosse production et il est surtout extrêmement connu aux États-Unis. Il y a très peu de traductions françaises de ses œuvres et c'est bien malheureux. Heureusement, cette année, l'éditeur Monsieur Toussaint Louverture a eu la super bonne idée de traduire pour la première fois en France Blackwater. C'est donc une saga en 6 tomes sortie en 1983 aux États-Unis sous la forme d'une saga avec chaque tome disponible chaque mois. Monsieur Toussaint Louverture, l'éditeur français, a quant à lui préféré sortir un tome tous les 15 jours. C'est donc une histoire qui se passe, comme je vous l'ai dit, entre 1919 et 1969. On a là 3 générations d'une même famille qui va se succéder. Mais bizarrement, je trouve que l'histoire nous paraît un petit peu hors du temps. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de références à l'époque où vivent les personnages, hormis les dates. Et on remarque que seul le krach boursier de 1929 et la Seconde Guerre mondiale affectent la famille Casquet, mais ils en tirent parti. Elinor, c'est donc le personnage principal, malgré que Marie-Love Casquet est quand même la matriarche de la famille et elle est présente dans les différents romans de différentes façons, mais ce n'est pas le personnage principal, car vous l'avez bien compris, c'est donc Elinor, le personnage principal, cette étrangère qui s'est infiltrée dans une famille. Elle est totalement devenue l'élément central de cette famille au point d'en effacer la matriarche. Je trouve qu'Elinor est à l'image du kudzu. Qu'est-ce que le kudzu? C'est donc cette plante qui a servi à recouvrir cette fameuse digue qui est au centre de toute cette saga. C'est une plante grimpante et envahissante car elle peut grandir de 18 à 30 mètres par saison. C'est une plante extrêmement envahissante. Le choix de cette plante pour recouvrir la digue n'est pas anodin par Michael McDowell. Je pense que c'est un petit clin d'œil à cette plante. Je trouve qu'Elinor est vraiment à l'image de cette plante. C'est une plante asiatique qui est reconnue pour ses vertus anti-addiction et cette plante peut aider à lutter contre le tabagisme, les addictions à certaines drogues. Donc sur ce côté-là de la plante, je ne trouve pas qu'il y a un rapport avec Elinor, c'est vraiment sur le côté envahissant parce qu'on va vraiment voir qu'au fil du temps cette petite étrangère qu'on ne connaît pas du tout et qu'on connaît rien sur elle, on ne connaît pas sa famille, on l'a jamais vue, elle est toute seule avec sa petite valise, en plus elle perd la moitié de ses bagages quand ils l'ont sauvée, c'est vraiment juste une petite personne pouf qui est tombée comme ça un peu du ciel et on ne connaît rien sur elle et petit à petit, elle a commencé à faire ses petites branches, son petit feuillage un peu partout dans la famille et elle a réussi à s'imposer. Donc je trouve que le kudzu correspond parfaitement à ce personnage. Et Elinor est aussi la personnification du fantastique dans ce roman. C'est quand même ce personnage qui, grâce à sa présence, permet une évolution des événements et surtout permet de rompre la monotonie qu'il y avait dans cette famille. J'ai beaucoup apprécié ce personnage d'Elinor, ce côté un petit peu mystérieux, le rapport qu'elle a avec la rivière. J'ai bien aimé tous les indices que l'auteur a laissés au fil du roman pour nous laisser deviner ce qu'était Elinor et nous faire un petit peu notre propre avis sur elle, sur
qu'est-ce qu'elle pouvait être, quelle créature elle pouvait être, sans réellement nous dévoiler la totalité de ce personnage, la totalité voilà, de cette créature. On va clairement parler là de créature. Par contre, je trouve que on est plus sur une saga familiale. On est vraiment beaucoup dans le relationnel entre les personnages, entre les relations homme-femme, femme-mari, mère-fille, mère-fils. Voilà, on est vraiment dans du relationnel, vraiment sur de la famille, plus que sur un roman fantastique. Je trouve presque alors ça c'est juste mon avis à moi, hein, personnel, mais je trouve que le côté fantastique est presque anecdotique dans ce roman. Sur la totalité des 6 tomes qui fait 1500 pages, je dirais qu'on voilà, sur les 1500, on doit être aux alentours de 400 voire 500 pages, grand max, qui parle de fantastique. On est vraiment sur un tiers de la saga qui parle vraiment d'éléments fantastiques. On est très loin du Edgar Allan Poe par exemple, on est très loin d'un Stephen King, mais bizarrement, la façon que ça a été écrit, t'as quand même envie de savoir et c'est extrêmement prenant. C'est une lecture très simple, il n'y a pas des gros descriptifs. Le récit est très fluide, ça se lit très bien. On avance très rapidement dans le récit. Il se passe quelques événements, voilà, fantastiques. C'est vraiment je dirais des petites gouttelettes de fantastique mis sur un récit familial. Et ce roman donc familial, on remarquera au fil du temps que le sujet central du roman est l'héritage. Que ce soit l'héritage d'un nom, donc les Casquets, l'héritage d'un statut. Il y a quand même cette histoire de propriété, cette histoire de scierie, d'agrandissement, donc de commerce, hein, d'industrialisation, tout ça, il y a toute cette histoire. Donc il y a vraiment aussi un héritage patrimonial, de savoir qui va hériter de quoi, l'argent de la famille, à qui appartient en fait c'est ce patrimoine, cet argent, qui va le fructifier. Il y a toute cette histoire d'héritage, l'héritage aussi d'un caractère. On remarquera que Marie-Love, la matriarche, vous vous doutez bien que sur 3 générations, elle va décéder, mais il y a des personnages qui vont récupérer son caractère, sa façon d'être, son éducation. Donc tout ça, c'est assez intéressant. Et donc on a aussi, donc comme je vous disais, l'héritage de la fortune familiale, de la division de la fortune, de la multiplication ou pas de la fortune. Donc je trouve qu'on est vraiment sur un thème central qui est l'héritage. Et en parallèle, nous avons aussi la ségrégation, parce qu'on est à une époque où ils ont encore aux États-Unis des esclaves. Alors c'est pas des esclaves, c'est des servantes noires. On est vraiment encore dans cette Amérique du Sud avec, alors je suis pas dans les champs de coton parce que c'est pas tout à fait la même époque, mais on n'est pas loin. Il y a vraiment la petite famille noire qui est juste servante de la famille de mère en fille. Voilà, donc il y a vraiment encore tout ce côté-là ségrégationniste des États-Unis de l'époque. On est vraiment resté un peu caricatural ou vraiment à l'ancienne, on pourrait dire. La mère de famille qui dicte un peu les faits et gestes des autres membres de la famille. C'est un mélange un peu Dallas. Vous comprendrez pourquoi en lisant le livre, pourquoi je vous parle de Dallas. Moi, je me suis retrouvée dans un esprit Dallas, une famille Dallas, mais à l'époque de la petite maison dans la prairie, alors que c'est pas du tout cette époque-là. Mais comme je vous dis, au début du roman, on est vraiment en 1919, et comme il n'y a pas vraiment de descriptif pour te situer en fait dans l'époque, que j'avais l'impression au début du roman d'être en 1800 ou des choses comme ça. Vraiment un siècle avant, c'est vraiment, je sais pas, au bout d'un moment, vraiment quand il parle du krach boursier, quand il parle de la Seconde Guerre mondiale, que là je réussis à resituer le récit. Mais sincèrement, moi au début du bouquin, j'étais plus en 1800 qu'en 1900. Je sais pas pourquoi, hein. Les maisons en bois, tout ça, bon ça c'est très américain, c'est très Floride, c'est très État du sud des États-Unis. Moi j'ai eu un espèce de décalage dans le texte où j'avais vraiment l'impression, ok il y avait le terme voiture, mais j'étais plus presque sur des voitures avec des chevaux que sur vraiment une voiture avec un moteur, quoi. C'était assez bizarre. J'étais un petit peu hors temps dans ce livre, pour ça que j'avais l'impression d'être un petit peu dans la petite maison dans la prairie, mais en ville, avec un mélange de Dallas. C'est assez particulier quand même. Pour résumer mon avis, je m'attendais à quelque chose de vraiment surnaturel, avec beaucoup de fantastique, avec une Elinor qui sort de l'eau, qui tue tout le monde, qui mange tout le monde. Voilà, je vais pas dire que je m'attendais à voir des zombies ou des choses comme ça, mais je m'attendais à avoir un récit à la Lovecraft, avec vraiment des choses très très surnaturelles, beaucoup de descriptifs, alors que pas du tout. On est vraiment beaucoup plus rentré dans le caractère des personnages, et finalement j'ai trouvé ça extrêmement
intéressant et super addictif. C'est vraiment ce que je retiens de cette saga. La découpe des livres est faite pour que tu achètes celui qui est après. À chaque fois, on va dire qu'il se passe presque un événement à la fin de chaque tome, te donne envie de savoir la suite, de dire ah non, on peut pas s'arrêter là, il faut que je sache ce qui se passe après. C'est un petit peu le point fort de cette saga, c'est qu'automatiquement, dès que tu commences, voilà, t'es obligé presque d'aller au bout. Et même arrivé au bout, t'aurais envie de savoir qu'est-ce qui se passe après. Mais voilà, ça s'arrête au bout d'un moment. C'est ce que je retiens un peu de cette saga. C'est un très très bon moment. C'est typiquement une saga très bien faite pour l'été. Si t'as pas envie de te prendre la tête à lire un petit truc tranquille. C'est vraiment au fil de l'eau, comme on pourrait dire. Ce roman te transporte d'un bout à l'autre de cette rivière et ça nous mène où ça doit nous mener. Alors moi j'ai fait mes petites recherches pour savoir si Perdido existait réellement. Eh bien, sachez que oui, Perdido existe vraiment, ainsi que la ville de Mobile, Atmore, etc. Tous les noms de villes existent vraiment, on peut les retrouver à la frontière entre l'Alabama et la Floride. Donc la rivière Perdido existe donc vraiment. Blackwater existe elle aussi, c'est une rivière qui est en Floride. Blackwater et Perdido ne sont pas influents ou confluents, elles ne se rejoignent pas du tout. Elles ne sont pas si éloignées que ça, malgré qu'il y ait quand même un petit morceau d'état entre les deux. J'ai pas calculé le nombre de kilomètres qu'il y avait entre les deux, mais bon, elles sont pas si loin que ça, hein. Mais en tout cas, elles ne se touchent pas, elles ne se rejoignent pas. Par contre, j'ai trouvé près de la rivière Blackwater la ville de Milton, où il y a, je crois, donc Blackwater qui passe dedans, et juste à côté, il y a une autre petite rivière. Et moi, je trouvais que Milton, voilà, la configuration dans le bouquin par rapport à la petite carte qu'il y a au début du bouquin, je trouve que ça ressemble de très loin quand même, mais ça ressemble à Milton. Et je trouve voilà, que la configuration ressemble étrangement à Perdido qui est dans le livre, malgré que ça ne ressemble pas du tout quand on compare les deux cartes, hein, mais je trouve que ça ressemble vraiment étrangement. On retrouve les méandres de Blackwater, ces espèces de un peu de marécage, tout ça. Je trouve que voilà, je pense qu'il a dû s'inspirer de cette zone-là. Peut-être pas du tout, mais en tout cas, moi, je trouve que ça ressemble étrangement. Et donc, on retrouve juste à côté de Milton une forêt qui s'appelle Blackwater River. Tout ça me font penser qu'il a dû s'inspirer de cette zone pour créer donc son bouquin, parce que Perdido, donc comme je vous disais, existe vraiment, mais il n'y a pas de rivière qui passe à Perdido, et c'est vraiment, on va dire, un tout petit patelin, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose quand on regarde sur la carte. C'est vraiment le petit point géographique que j'avais envie de vous faire. Je vous ai donc pris une photo sur Google View de la rivière Blackwater. Vous remarquerez étrangement que par rapport au livre, nous retrouvons cette petite couleur ocre, cette petite couleur un petit peu cracra, on va dire, de cette fameuse rivière. Et voilà, elle me fait beaucoup penser à la Perdido. Donc je pense vraiment que ce lieu a dû inspirer l'auteur. Voilà, après c'est que mon avis par rapport à des recherches, ça je trouve il y a aucun rapport, mais je trouve quand même pour ceux qui ont déjà lu le bouquin qu'on se retrouve quand même très très bien dans cette rivière, malgré qu'il n'y ait pas forcément beaucoup d'eau sur cette photo, mais je trouve qu'on retrouve vraiment cette histoire de couleur cuivrée, marronâtre, ocre de cette rivière. Et je vous en ai pas parlé, mais ça m'a fait penser à ça directement quand j'ai commencé à lire un petit peu les événements surnaturels basés sur Elinor, sa description de comment elle était. Je ne pouvais pas passer à côté de l'un de mes films totalement préférés au monde. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai fortement apprécié cette saga et que je l'ai lu. Elinor me fait penser à l'étrange créature du lac noir, ce fameux film The Creature from the Black Lagoon de Jack Arnold qui est sorti en 1954, qui est donc l'un des premiers films d'horreur en noir et blanc, les fameux Universal Monsters, et qui est tout simplement l'un de mes films préférés parce que moi j'adore les films en noir et blanc, les Universal Monsters, les films originaux de monstres, les tout premiers, voilà, et pas tous les remakes, les 150 000 remakes qui ont pu être faits derrière, mais je trouve qu'Elinor est fortement basée sur ce film. Je ne pourrais pas savoir si c'est vraiment une forte inspiration ou pas, mais clairement, moi, ça m'y a fait penser, voilà. Même avant de lire le bouquin, je me suis dit, je vais retrouver mon fameux monstre du lac noir. Et clairement, Elinor m'a fait penser à ce personnage. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'Elinor vous a fait penser à ce fameux monstre marin? N'hésitez pas à me dire si
Pour vous, Elinor ressemble beaucoup au monstre du lac noir. Pour finir cette longue revue, donc pour conclure, oui, j'ai fortement apprécié cette saga, même si j'ai été déçue de ne pas avoir autant de fantastique que j'aurais voulu. Ça reste quand même un très très bon moment et moi je vous le conseille fortement. Ça peut être aussi une très bonne ouverture pour des personnes qui n'ont jamais lu de fantastique pour aller vers le fantastique, aller peut-être vers du Lovecraft. Voilà, n'hésitez pas à me laisser votre avis, ce que vous en avez pensé sur cette saga. Vous savez très bien que les commentaires sont là pour un moment de partage et d'échange. J'aime beaucoup connaître votre avis sur mes lectures. Ok, il y a énormément de vidéos qui ont été faites sur cette saga. J'ai peut-être pas tout dit dans cette vidéo sur tout ce qu'on aurait pu dire sur ces livres, mais voilà, j'avais pas envie de faire une vidéo qui dure 3 heures. Moi, ce que j'ai repéré dans cette saga et ce qui m'a marqué en fait dans cette saga. Comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!